Donc on va reprendre avec l'intervention de Stéphanie Rudloff, qui nous a fait le plaisir de venir depuis Strasbourg. Donc un très court voyage, la locale de l'État. Avant ça, juste une petite précision, on a vu des personnes qui prenaient des photos notamment sur les présentations. Elles seront partagées avec vous à l'issue de l'événement, les présentations. Donc vous aurez l'ensemble des diapos. On va ici avoir l'intervention de Stéphanie qui va nous présenter un petit peu son parcours et quelques exemples à travers son expérience dans l'utilisation de la donnée. Donc, merci Stéphanie de t'être rejoint à nous. Bienvenue. Et puis, en quelques mots, si vous pouvez vous présenter, nous détailler votre parcours. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis ingénieur matériaux, j'ai fait mes études à Grenoble et puis après j'ai un parcours professionnel qui comprend 3 grandes étapes. J'étais tout d'abord 20 ans dans l'industrie automobile, chez TRW Composants Moteurs en tant que responsable qualité. Ensuite j'ai été 8 ans chez Aguerre, qui est fabricant de disjoncteurs et d'appareillage électrique, en tant que responsable du système de management QSE. Donc en fait, je souhaitais rajouter les dimensions santé, sécurité, environnement et énergie à la qualité. Et puis, l'année dernière, j'ai décidé de rejoindre le groupe Alsapan en tant que responsable QSE. Et donc Alsapan, c'est un fabricant de meubles pour Ikea et ADO. Voilà. Et donc, mon intervention aujourd'hui, c'est parce que je souhaite introduire l'outil Minitab dans le monde de l'ameublement. En fait. Donc ensuite, quels sont les enjeux que vous rencontrez au niveau opérationnel et stratégique ? En fait, quand j'étais dans l'industrie automobile, les enjeux, ils étaient principalement économiques. Il fallait faire à tout prix des réductions de coûts. Donc en fait, on avait un programme de réduction de coûts qui était suivi très régulièrement, où il fallait supprimer des opérations de fabrication, réduire les temps de cycle, consommer moins de matière et trouver des solutions techniques pour réduire la main-d'œuvre. Donc les enjeux clairement économiques. Chez Alsapan, donc c'est différent. Dans le monde de l'ameublement, ce qu'on veut surtout, c'est améliorer la qualité et réduire le nombre de retours clients. Donc en fait, l'enjeu, c'est de mieux maîtriser les process de fabrication, réduire les rebuts et aussi avoir une capacité qui est stable, en fait. Parce qu'en fait, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est, peut-être vous connaissez l'armoire Pax de chez Ikea. Je voulais juste quand même dire que c'est fabriqué dans l'usine de Herzstein, en Alsace. Donc c'est un produit qui est 100% français et qui est fait avec des bois qui proviennent de l'Europe. D'accord ? Et donc l'usine d'Herzstein est particulièrement fière de livrer ce meuble pour Ikea. Et on est particulièrement fiers. Et surtout, c'est l'usine pilote qui a fait le Pax 2.0, le meuble qui se monte en un rien de temps, où on a supprimé l'ensemble des clous qui étaient à l'arrière, puisque le fond de meuble est assemblé par collage. Et donc, dans cette entreprise, eh bien, maintenant, moi, je souhaite leur présenter Minitab et leur montrer la valeur ajoutée de l'utilisation d'un outil de traitement des données. Et comment mettez-vous en œuvre une démarche qualité en vous appuyant sur l'utilisation de cette donnée, justement ? Ce que j'aurais dit, c'est que pour maîtriser la qualité, il faut commencer par connaître les incertitudes et mesurer les variations, avant même toute volonté de vouloir piloter ou corriger. On va déjà regarder comment ça se passe. Donc là, ensuite, ce qui est très important, c'est de collecter des données, et après de pouvoir les visualiser avec des graphiques. Et les graphiques, ils commencent à faire parler les données. Donc déjà, ça change la perception et la vision. Ensuite, la démarche qualité, c'est d'identifier les facteurs pertinents. Et grâce à l'outil Minitab, à chaque fois, on va pouvoir quantifier l'impact d'un facteur sur le résultat. Et une fois qu'on aura identifié les facteurs pertinents, on va pouvoir les mettre sous contrôle.
Donc là, je voulais vous montrer. On va dire, tout d'abord, on va récolter des données, et ces données, elles doivent être lisibles et visibles. Alors, je vous donne un exemple, parce que moi, ça fait très peu de temps que je suis chez Alzapan, mais là, c'est un exemple qui a été présenté à Ikea. Il y a une caractéristique qui est très importante dans le montage du meuble Pax, c'est la force d'assemblage du dessus. D'accord ? Donc là, vous avez un côté du meuble, et en haut, vous avez des trous qui ont été percés, qui s'appellent des keyholes. Et donc, on a des keyholes, et ensuite, on va avoir des tourillons en plastique. Et pour monter le meuble, parce que c'est vous qui allez le monter, il va falloir rentrer les tourillons en plastique dans le keyhole. Et quand on assemble le meuble, il ne faut pas que la force d'assemblage soit trop importante. Sinon, il va falloir trop forcer pour rentrer les tourillons dans le trou, ou il ne faut pas que ce soit trop lâche, parce qu'il faut que le dessus il tienne bien sur le meuble. D'accord ? Donc ça, c'est une caractéristique de la force d'assemblage qui est super importante pour Ikea. Voilà. Et ils nous disent la tolérance, c'est entre 9 et 15 kilos. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui va influer sur la force d'assemblage ? Alors, ce qu'ils souhaitent, Ikea, c'est fixer la tolérance du diamètre du trou. Donc on fixe la tolérance. Et ensuite, on a fait varier la profondeur du trou et on a pris 2 fournisseurs de panneaux. D'accord ? Et donc, on a mesuré la force d'assemblage aux différentes profondeurs de trous et avec les différents fournisseurs. Et on voit déjà que pour obtenir une force d'assemblage entre 9 et 15, il faut que le trou il soit suffisamment profond, mais qu'en fonction du fournisseur de panneaux, on n'a pas les mêmes résultats. Et donc, il faut intégrer également cette variable liée au fournisseur de panneaux. Et donc, moi, ce que j'ai dit à Ikea, selon moi, sur le plan, il ne faut indiquer que le diamètre. Il faut exiger la force d'assemblage entre 9 et 15 kg. Et nous, en fonction des fournisseurs de panneaux, il faut qu'on puisse ajuster la profondeur. Et donc, j'ai demandé à ce que la profondeur ne soit pas sur le plan, mais que ce soit la variable d'ajustement. Ils n'auraient jamais dit oui avant. Jamais. Et bien là, ils ont dit oui tout de suite. Voilà. C'était un exemple. Parce qu'en fait, ils ont compris qu'on ne pouvait pas fixer une valeur en regardant les graphiques. Ça vous parle ? Vous avez des questions ? Les boîtes à moustaches, ça vous parle ? Ok. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'introduction d'une visualisation de traitement de données avec Minitab. Il faut juste quand même que je vous dise que les gens de chez Ikea en Suède, ils n'avaient jamais vu des graphiques de Minitab. Quand ils ont vu ça, ils se sont levés, ils ont pris en photo. Donc ça a un intérêt pour eux, le fait de pouvoir visualiser les données à travers des graphiques. Une fois qu'on a vu ça, on a vu quand même qu'il y avait l'influence du fournisseur de panneaux. Parce qu'en fait, sur les panneaux, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de variations de densité en fonction des essences de bois, et puis aussi des résistances à la traction ou des forces d'arrachement. Et donc, c'est là où on dit une investigation en appelle une autre. C'est que maintenant, ce que j'ai fait, c'est que toutes les caractéristiques qui sont mesurées au laboratoire sur les caractéristiques des panneaux, on les met dans Minitab et on les suit. Comme ça, on va pouvoir établir des cartes de contrôle, on va pouvoir détecter les dérives et les variations. Et donc, les fournisseurs de panneaux, ils n'étaient quand même pas habitués à ce qu'on se mette à piloter leurs caractéristiques. Et nous, ça va nous amener à faire quoi ? Peut-être avoir des cahiers des charges qui sont beaucoup plus précis vis-à-vis des fournisseurs de panneaux. Donc c'est vraiment une investigation qui en appelle une autre. Et de fil en aiguille, on va beaucoup mieux maîtriser le process. Après, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas une spécialiste des statistiques, je ne suis pas prof de maths, pas du tout. Par contre, moi, je viens toujours avec une problématique précise. Et donc, j'appelle mes interlocuteurs, M. Chabi, et je lui demande, selon lui, quelle est la meilleure méthode pour répondre à ma problématique. Donc, je ne me sens pas non plus la nécessité d'être une experte. Par contre, moi, ce qui est très important, c'est que j'arrive à faire une conclusion qui puisse être acceptée par le client final parce qu'il a compris.
Voilà. Ensuite, quels sont les obstacles auxquels vous faites face pour mettre en œuvre une telle démarche? Aujourd'hui, chez Alsapan, je suis avec des menuisiers. Donc autant dire que c'est la première fois de leur vie qu'ils ont entendu parler de Minitab. Et donc moi, je fais face à la peur de l'inconnu et à la peur du changement. Et surtout, pour certains d'entre eux, c'est vraiment un vocabulaire qui est nouveau. Alors en fait, je me suis dit, ce qu'il faut faire, c'est prendre le temps d'expliquer, de former, de répéter. Mais surtout, il faut que je vienne les voir avec des problèmes qui leur parlent, enfin, avec des sujets qui leur parlent. Il faut que je réponde à leurs principales préoccupations à eux. Parce qu'eux, ils ont vraiment des préoccupations de perçage, de positionnement, de force d'assemblage, on voit. Il faut que je vienne répondre à leurs problématiques. Mais surtout, dans le monde dans lequel je suis, il faut que j'évite à tout prix l'orgueil technique. Parce que si je commence à faire des phrases compliquées, je perds tout le monde. Donc en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que dans chacune de mes interventions, en fait, je montre des graphiques de Minitab ou des résultats de calcul, et puis je le place, je le montre. Voilà. Et donc c'est des petites touches. En fait, il faut semer des graines. Pour qu'ils commencent à avoir l'habitude de voir des résultats représentés avec Minitab. Et comment impliquer les équipes opérationnelles dans l'exploitation des données pour qu'elles deviennent un levier d'amélioration continue et non une contrainte? En fait, le problème, ce n'est pas du tout l'implication opérationnelle. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est d'éduquer la direction. En fait, c'est à eux. Eux, il faut qu'ils prennent l'habitude de prendre des décisions qui sont basées sur l'analyse de traitement de données. Et donc, justement, vérifier l'impact d'une action sur la moyenne des résultats, vérifier l'impact d'une action sur les variations d'un résultat, et après prendre des décisions qui sont... En fait, chez eux, ça devient une exigence et ça devient un attendu. Et je pense que si eux réclament ces analyses, en fait, naturellement, on va s'y mettre et on va leur apporter. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que la direction, justement, à travers toutes ces études, elle n'aille pas vers plus de rigidité, mais au contraire, vers des décisions qui sont beaucoup plus fines et nuancées. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y a pas de solution miracle, mais que ce qu'elle apporte, elle l'apporte dans une certaine mesure, avec des limites aussi. Voilà. Et de par votre expérience qui est issue de différents secteurs d'activité, voyez-vous une différence ou des similitudes dans la façon de mettre en œuvre une approche data-driven ou orientée sur les données? En fait, ce que je vois, c'est que dans l'industrie automobile, c'était un must. En fait, on ne se posait pas la question. Il fallait utiliser Minitab. De toute façon, on avait des clients qui nous exigeaient des rapports de capacité, des moyens de mesure, des machines, des process. Et donc, on était obligé de l'utiliser. Et en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que je m'étais prise au jeu. En fait, j'ai adoré. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est qu'à travers justement les projets qu'on a menés, en fait, j'ai vraiment connu ce que c'était l'esprit d'équipe. Le fait de travailler ensemble et le fait d'avoir la joie de trouver la solution à un problème technique complexe qui nous taraude depuis des mois. Donc vraiment, et je me suis rendu compte que l'outil permettait une émulation des idées et permettait vraiment d'expliquer ce que le process et comment on est arrivé à le maîtriser. Un exemple, on a vu ce matin longuement des plans d'expérience, mais là c'était dans l'industrie automobile. Moi je vous parle des soupapes parce que c'est les moteurs thermiques, c'est plus trop fait en France. Et donc en fait, la soupape, ce sont deux matériaux différents qui sont assemblés par soudure. Donc le matériau de la tête, qui va résister à des très hautes températures, les gaz d'échappement dans les moteurs, et le matériau de la tige,
qui lui va plutôt avoir une grande dureté pour résister aux actions mécaniques du système d'activation. On doit le souder par friction. La soudure par friction, c'est la tige là, qui est mise en rotation à très grande vitesse, qui avance et qui vient en contact avec le matériau tête. Les deux matériaux entrent en contact, ils s'échauffent pendant un certain temps. Ensuite, on arrête la broche qui met en rotation la tige et on vient pousser la tige dans la tête. Donc soudure par friction, c'est un procédé qu'on appelait procédé spécial, qui est quand même techniquement complexe. Et donc il y avait plusieurs façons d'aborder les paramètres process. Et donc l'idée, c'était, grâce à un plan d'expérience, comprendre quels sont les facteurs pertinents, et puis surtout les interactions. Voilà. Donc les caractéristiques d'une donnée de sortie d'une soudure par friction, c'est que bien sûr on veut une résistance à la traction qui soit conforme, ça c'est sûr, mais on veut aussi des caractéristiques dimensionnelles, parce qu'après il va falloir usiner tout ça. Et si la pièce elle a énormément de défauts de forme, elle est tordue, ça va vraiment poser de problème. Donc il faut maîtriser pour aussi garder des caractéristiques dimensionnelles et de défauts de forme qui sont acceptables. Et puis après ici on voit, on a un bourrelet de soudure, et donc c'est très important qu'il ne soit pas trop important, parce qu'après il va falloir l'araser avec un outil. Donc il faut qu'il soit pas trop important, mais il faut quand même qu'il soit présent. Et ensuite, la soudure, ce qui est très important, c'est qu'elle soit homogène tout le long du plan de joint. D'accord ? Voilà. Donc en fait, on a défini des paramètres process 4, la vitesse d'avance, la force de forgeage, le délai de forgeage. Le délai de forgeage, c'est le temps entre le moment où on arrête de mettre la tige en rotation et on pousse la tige dans la tête. Donc il y a un délai. Donc c'est très important que la broche soit absolument à l'arrêt quand on forge. Et puis après, donc la vitesse de rotation du barreau. On a fait le plan d'expérience. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu identifier les facteurs pertinents ici. On a pu voir les facteurs, on avait choisi un niveau haut, un niveau bas, et donc on a pu voir l'influence de chacun des facteurs. Et puis après, on a pu visualiser ici les interactions. Donc, quand on a eu cette vision, après, on a pu définir les paramètres process. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a représenté tous les mouvements de la machine, tous. Et ce qui veut dire, c'est qu'après, on définit des paramètres et on les visualise, ce qui permet aussi après au service maintenance de se rebrancher avec la console sur la machine pour visualiser tous les déplacements et tous les mouvements. En quoi c'est important de bien définir des paramètres de soudure par friction ? C'est qu'en fait, c'est une caractéristique critique. Si elle n'est pas maîtrisée, la soupape, elle casse, le moteur, il ne fonctionne plus. Alors après, dans ces procédés de fabrication, une soupape, ça coûte à peu près 1 € à fabriquer. Le problème, c'est qu'on en fait 100 000 par jour. Et si de manière aléatoire, elle casse dans les moteurs, c'est sûr que le client, il n'en voudra plus. Lui, il va complètement bloquer les livraisons, il n'en voudra plus. L'enjeu opérationnel, c'était vraiment d'éviter les crises qualité, mais aussi... c'est aussi limiter les essais destructifs, parce que quand même, si on les fait tous en essai de traction, bref, voilà, vous avez compris. Donc en fait, le fait de maîtriser les paramètres, ça peut aussi limiter le nombre de tests destructifs. Et après, quand on fige les paramètres, eh bien, il y a beaucoup moins de temps de réglage. Et puis après, on peut avoir une capacité qui va être beaucoup plus stable. Donc oui, ces graphiques qui datent un peu. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'une fois qu'on l'a défini, ça n'a plus jamais changé. Donc 15 ans après, c'était toujours les mêmes. Donc ça permettait de vraiment gagner en stabilité et puis en tranquillité, quand même, pour le responsable qualité que j'étais. Voilà. Donc ça, c'était un exemple d'utilisation de Minitab. Et nous, ça nous a permis aussi de connaître beaucoup mieux la machine et de visualiser aussi ce qui se passait. Voilà. Je voudrais juste ajouter une chose qu'on avait évoquée quand on préparait cette présentation, c'est effectivement
le fait qu'à l'issue du plan d'expérience, moi la question que j'avais posée à Stéphanie, c'était de dire effectivement, on fixe les paramètres optimaux, mais est-ce que derrière, il y a des choses qui ont été faites pour vérifier que ces paramètres optimaux soient figés et qu'ils ne bougent pas, effectivement? Et donc peut-être que oui, de toute façon, nous, à partir du moment où on a défini les paramètres, je veux dire, on les a rentrés dans la console et ils étaient bloqués, hein. Ils ne pouvaient plus les toucher. Mais comme c'était bien défini, parce que comme on avait une très bonne compréhension, et ben en fait les paramètres étaient figés, il suffisait qu'il appelle son programme dans la machine, il lançait et c'était bon. Donc là, c'était intéressant. Et après, le lien avec la maintenance préventive, où quand on rebranche la console, on doit retrouver ça, hein. Si on ne retrouve pas ça, et j'ai des exemples, hein, j'ai des graphiques où on a vu qu'il y avait des mouvements qui étaient embêchés parce que le chariot il arrivait en butée ou parce que quelque chose s'était mis entre. Voilà. Donc ça nous permettait aussi d'aller jusqu'au fonctionnement de la machine. Alors un deuxième exemple, dans l'usinage des soupapes, l'entreprise avait fabriqué sa propre machine d'usinage, qui était révolutionnaire parce qu'elle permettait de faire plusieurs usinages en une seule opération. Et donc cette nouvelle machine, elle arrive, mais ils avaient fait un pari, c'était pour la première fois d'usiner de l'acier à soupape avec une meule CBN. Donc c'était vraiment une innovation. Et quand on a démarré la machine, on s'est très très vite aperçu que les meules CBN, elles duraient une journée. Il fallait les changer tous les jours. Elles faisaient maximum 15 000 pièces. Et en plus, quand on usinait, il y avait la création de bavures sur les pièces. Et donc, ces bavures, il fallait les supprimer dans des opérations qui étaient hors ligne. Donc en termes de flux, c'était très compliqué parce qu'il fallait les dévier pour enlever les bavures, pour les réintroduire après dans le flux. Eh bien, grâce à Minitab, on a mené toute une série d'essais et à chaque fois, on validait ou on invalidait chaque essai en faisant des comparaisons de moyenne sur le résultat obtenu et de variations. Et on faisait également beaucoup de capabilité machine. Mais le fait de faire à chaque fois avec l'utilisation de Minitab, on capitalisait sur chaque essai qui fonctionnait et celui qui ne fonctionnait pas. Ça nous permettait de ne pas faire des allers-retours. Parce que quand on multiplie les essais, qu'on en fait une cinquantaine, une centaine, on sait quand même plus ce qu'on a fait. Et donc avec Minitab, ça nous a permis de capitaliser. Et donc la durée de vie des meules CBN, on est passé de 15 000 pièces à 300 000 pièces. C'est-à-dire qu'on changeait les meules au départ tous les jours et ensuite on est passé à 20 jours. On a complètement supprimé l'apparition de bavures sur les pièces. Et donc cette machine d'usinage CBN des soupapes, c'est devenu une très très grande fierté de l'usine qui a été vendue à toutes les autres usines du groupe. Et donc c'était en fait une innovation qui a peut-être commencé dans la douleur, mais qui a vraiment fini par une grande réussite. C'était pour moi vraiment des faits marquants de mon expérience professionnelle. Et c'est pour ça que Minitab, ça m'a marqué, et je peux même dire aujourd'hui que ça fait partie de mes meilleurs souvenirs. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est qu'au travail, ce qui rend heureux, c'est vraiment le sentiment de réalisation. Et que Minitab permet de résoudre des problèmes complexes et de ressentir ce sentiment de réalisation. Alors, quand je suis arrivée chez Alsapan, eh bien sûr, on m'a demandé de prendre des décisions basées sur des bons gros fichiers Excel, 50 colonnes, 800 lignes. Puis on m'a dit, maintenant, il faut décider qu'est-ce qu'on fait avec ces cotes et qu'est-ce qu'on fait avec ce produit. Et là, tout de suite, j'ai dit, il est où Minitab? Et là, on m'a regardé bizarrement. Et donc, j'ai dit, je voudrais acheter Minitab. Donc, j'ai acheté Minitab. Et donc, je l'ai introduit. Et donc, aujourd'hui, pour moi, vraiment, le but et l'enjeu, c'est de leur montrer la valeur ajoutée de l'utilisation de cet outil. Et puis en fait, moi je voulais dire quand même le mot de la fin, c'était quand même pour Robert. Merci Robert, pour la formation.
Donc, depuis la formation que j'ai eue avec Robert, donc je ne rejetterai plus l'hypothèse nulle de la même façon, plus jamais. Donc voilà, et donc c'était quand même des grands moments, mais encore une fois, c'était nouveau pour les personnes qui étaient dans la formation, mais ils ont quand même beaucoup apprécié, et j'ai trouvé que c'était quand même l'ouverture vers tout un tas de possibles qu'ils n'imaginaient pas avant. Donc voilà, merci Robert. Et merci à Stéphanie pour son témoignage qui inspirera d'autres, j'espère. Merci.